Je n'aurais jamais imaginé que ce mardi de juillet changerait ma vie pour toujours. La journée avait commencé comme toutes les autres. J'avais quitté tôt mon cabinet en ville, après avoir terminé avec mes derniers patients de la matinée. La chaleur était étouffante et le ciel ressemblait à un drap blanc étendu au-dessus de nos têtes. Je roulais sur la vieille route qui reliait la capitale au village de l'intérieur, quand quelque chose me força à ralentir. Mon allure, à quelques mètres du pont, se trouvaient deux silhouettes assises près d'un poteau d'éclairage, une femme âgée portant une robe fleurie délavée, et à ses côtés un homme d'un âge avancé avec un chapeau de paille, tous deux entourés de sacs en toile usée et d'une petite valise qui semblait avoir connu de meilleurs jours. Quelque chose dans cette scène m'a serré le cœur. Il n'était pas normal de voir des personnes de cet âge sous le soleil brûlant sans aucune protection. J'ai arrêté la voiture sur l'accotement et je suis descendu. La poussière s'est soulevée sous mes pas et lorsque je me suis approché, j'ai pu voir leur visage avec clarté. Elle avait les yeux rougis et les joues striées par des larmes séchées. Lui gardait le regard fixe sur le sol comme s'il cherchait des réponses dans l'asphalte chaud. Bonjour, leur dis-je d'une voix douce, en essayant de ne pas les effrayer. Est-ce que vous allez bien? Avez-vous besoin d'aide? La femme leva lentement les yeux et dans son regard, je vis quelque chose qui me brisa l'âme. Un mélange de honte, de douleur et d'une résignation qu'aucun être humain ne devrait supporter. Elle mit quelques secondes à répondre et quand elle le fit, sa voix sonna, brisée comme du verre qui se casse en 1000 morceaux. Mes enfants nous ont laissés ici. Docteur. Ils ont dit qu'ils reviendraient, mais ça fait déjà 2 heures et ils ne reviennent pas. J'ai senti l'air s'échapper de mes poumons. Comment était-il possible que quelqu'un abandonne ses propres parents de cette manière? L'homme à ses côtés parla enfin, d'une voix rauque, chargée d'une tristesse infinie. Ne vous dérangez pas, madame. Ils vont revenir ou peut-être pas. De toute façon, nous sommes déjà un fardeau pour tout le monde. Ces mots m'ont transpercé, comme des aiguilles. Un fardeau. Comment pouvaient se sentir ainsi les personnes qui avaient donné toute leur vie pour leurs enfants? Je me suis agenouillé devant eux et j'ai pris les mains de la femme entre les miennes. Écoutez-moi bien, leur dis-je en les regardant dans les yeux. Vous n'êtes un fardeau pour personne et je ne vais pas vous laisser ici. Tout de suite, je vais vous emmener en lieu sûr. L'homme hésita et je vis dans son regard la trace de celui qui a été trahi tant de fois qu'il ne peut plus faire confiance à personne. Mais la femme serra ma main avec une force inattendue et murmura « Merci, ma fille. Que Dieu vous bénisse. » Avant de continuer cette histoire qui va vous émouvoir jusqu'aux larmes, n'oubliez pas de liker et de nous laisser un commentaire en nous disant de quel pays vous nous accompagnez. Vous nous suivez depuis le Mexique, l'Espagne, l'Argentine? Nous serions ravis de savoir d'où vous nous regardez, car ces histoires sont pour nous toutes qui connaissons ce que signifie l'amour véritable et la valeur de la famille. Maintenant, oui, continuons avec ce qui s'est passé ensuite. Parce que ce que j'ai découvert ce jour-là a changé ma façon de voir le monde pour toujours. Je l'ai aidé à monter dans la voiture avec leur maigre affaire. La femme s'est accrochée à un sac en toile comme s'il contenait le trésor le plus précieux du monde. L'homme portait cette petite valise avec un soin exagéré, et j'ai remarqué que dans la poche de sa chemise il gardait une enveloppe jaunie qu'il protégeait de son bras. Pendant le trajet jusqu'à l'hôpital régional, j'ai essayé de les faire parler pour les distraire de leur douleur.
Ils m'ont dit qu'ils s'appelaient Béatrice et Ernest. Ils étaient mariés. Depuis 53 ans. Elle avait été institutrice. Dans le village jusqu'à ce que ses genoux ne lui permettent plus de rester debout toute la journée. Lui avait travaillé dans la construction, érigeant des maisons et des immeubles de ses propres mains, jusqu'à ce que son dos dise « assez ». Ils ont élevé 4 enfants, leur ont donné une éducation, des valeurs et tout l'amour que 2 cœurs peuvent donner. Mais 3 de ces enfants s'étaient avérés être un reflet déformé de ce qu'ils avaient semé. Seule la plus jeune, Lucia, qui vivait à l'étranger, maintenait un contact constant. Elle envoyait de l'argent quand elle le pouvait et appelait chaque semaine sans faute. Quand il parlait d'elle, les yeux des 2 s'illuminaient d'un éclat spécial qui contrastait avec la tristesse profonde qu'il traînait. Nous sommes arrivés à elle. Hôpital et pendant que les infirmières s'occupaient de Béatrice, qui était déshydratée et avec une tension dangereusement élevée, je me suis assise à côté d'Ernest, dans la salle d'attente. Il restait accroché à cette valise et à l'enveloppe qu'il gardait sur sa poitrine. Dont Ernest, lui, dis-je doucement, pouvez-vous me raconter ce qui s'est passé exactement? Il respira profondément et commença à raconter d'une voix entrecoupée. Nous vivions avec notre fils aîné Fernando et son épouse depuis 2 ans. Au début, tout semblait fonctionner, mais peu à peu, les reproches ont commencé. Que si nous étions un poids, ou si nous dépensions trop, que si nous n'étions plus bons à rien. Chaque jour était une nouvelle humiliation. Docteur. Il nous traitait comme si nous étions de vieux meubles qui encombrent. Ce matin, Fernando nous a dit qu'il allait nous emmener voir une magnifique propriété où nous pourrions vivre tranquillement. Nous étions enthousiastes comme des enfants. Nous pensions qu'il nous valorisait enfin. Nous sommes montés dans la voiture avec nos quelques affaires. Ses frères, Carlos et Patricia, suivaient dans une autre voiture. Nous nous sommes arrêtés ici, près du pont et Fernando a dit qu'il devait vérifier un pneu. Il nous a demandé de descendre un instant. Quand nous avons voulu nous en rendre compte, les 2 voitures étaient déjà parties. Nous avons attendu en croyant qu'il reviendrait. 1 heure passa, puis 2. Le soleil nous brûlait et Béatrice a commencé à pleurer. J'essayais de la consoler, mais à l'intérieur, j'étais en train de mourir. Docteur, comment les enfants que l'on a élevés avec tant de sacrifices peuvent-ils faire ça? Les larmes coulaient sur ses joues ridées. J'ai senti une rage qui me brûlait de l'intérieur. Ce n'était pas seulement de l'abandon. C'était de la pure cruauté. Je lui ai promis que je les aiderais et que ses enfants n'en feraient pas à leur tête, même si à ce moment-là je ne savais pas encore comment je tiendrais cette promesse. Durant les jours suivants, j'ai rendu visite à Béatrice et Ernest chaque après-midi après le travail. Je leur apportais des plats faits maison, des magazines et surtout de la compagnie. Ils me racontaient des histoires de quand ils étaient jeunes, de comment ils s'étaient rencontrés à une fête du village, des difficultés qu'ils avaient traversées pour élever leurs enfants, de la fierté qu'ils avaient ressentie quand chacun avait terminé ses études. Béatrice m'a appris à tricoter tout en me racontant comment elle cousait les vêtements des enfants avec des bouts de tissu parce qu'il n'y avait pas d'argent pour acheter de nouvelles étoffes. Ernest m'a parlé des aubes sur le chantier, de la fatigue qui s'accumulait dans les os, mais qui s'envolait quand il rentrait à la maison et voyait les petits visages de ses enfants. C'étaient des histoires pleines d'amour et de sacrifice, et chaque mot me les faisait aimer davantage et détester encore plus ce que leurs propres enfants leur avaient fait. Un après-midi,
Pendant que Béatrice somnolait après le déjeuner, Ernest me fit signe d'approcher. Il sortit cette enveloppe jaunie qu'il protégeait tant et la posa sur la petite table à côté du lit. Docteur Carmela, me dit-il en utilisant mon nom pour la première fois. Vous êtes une femme bonne et je sais que je peux vous faire confiance. Ce que je garde ici est important, très important, mais je ne peux pas encore vous le montrer. Je veux juste que vous sachiez que ça existe et que quand le moment sera venu, vous saurez quoi faire. Ces paroles m'ont intrigué profondément, mais j'ai respecté sa décision. J'ai acquiescé et lui ai assuré qu'il pouvait compter sur moi pour tout ce dont il aurait besoin. Il sourit avec un mélange de soulagement et de tristesse et remit l'enveloppe dans la poche intérieure de sa chemise. Cette nuit-là, alors que je rentrais chez moi, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce mystère que cet homme gardait avec tant de secrets. Serait-ce de l'argent économisé? Un document important? Un héritage? Mais il y avait quelque chose de plus profond que la simple curiosité. Je sentais que mon destin était lié à celui de ce couple d'une manière que je ne comprenais pas encore tout à fait. C'était comme si la vie m'avait mise sur leur chemin pour une raison qui allait au-delà du hasard. Le 4e jour, le médecin a donné son congé à Béatrice. Sa santé s'était stabilisée, mais elle avait besoin de repos et de soins. Il ne pouvait retourner chez aucun de leurs enfants et la pension qu'ils recevaient suffisait à peine pour survivre. Sans réfléchir à 2 fois, je leur ai offert de rester chez moi. J'avais beaucoup d'espace depuis que ma mère était décédée 2 ans auparavant. Et à vrai dire, la solitude pesait parfois trop lourd. Au début, ils ont refusé, disant qu'ils avaient déjà trop abusé de ma bonté, mais j'ai insisté, jusqu'à ce qu'ils acceptent. Ce fut l'une des meilleures décisions de ma vie. Les avoir à la maison a rempli les espaces vides dont je ne savais même pas qu'ils existaient. Béatrice S. occupait des plantes du jardin que je négligeais toujours par manque de temps. Ernest réparait les choses qui se cassaient et que je remettais à plus tard. Les repas retrouvaient un goût de foyer. Les après-midi se remplissaient de conversations profondes et de rires sincères. C'était comme si j'avais retrouvé les parents que la vie m'avait enlevés trop tôt. Mais la paix fut de courte durée car le 10e jour, Fernando apparut. Il arriva dans une voiture de luxe avec un costume coûteux et l'air préoccupé. Il sonna à la porte avec insistance jusqu'à ce que j'ouvre. Bonjour, madame. Je suis Fernando, le fils de Béatrice et Ernest. J'ai appris que ils étaient ici et je viens les voir. Il y avait quelque chose dans son ton qui m'a mise en garde, une fausseté qui se percevait à des kilomètres. Elle ai fait entrer et j'ai appelé ses parents. Quand Béatrice le vit, elle pâlit et s'accrocha au bras de son époux. Ernest, en revanche, devint rigide comme une statue. L'entretien fut gênant et tendu. Fernando essayait de se montrer repenti. Papa, maman, pardonnez-moi. Ce qui s'est passé est un malentendu. Nous avons eu peur et nous sommes partis. En pensant que vous aviez trouvé un moyen de transport. Nous vous avons cherché partout. Mensonge. Un mensonge éhonté que aucun des présents n'a cru. Béatrice pleurait en silence tandis que Ernest le regardait avec un mélange de douleur et de déception. Mon fils, lui dit-il, finalement d'une voix ferme. Tu nous as abandonnés sur la route en toute connaissance de cause. Tu nous as laissés sous le soleil comme si nous étions des ordures et maintenant tu viens avec des mensonges. Fernando devint nerveux et montra alors son vrai visage.
Écoutez-moi. Vous êtes vieux, vous ne pouvez pas vous débrouiller seul. Je viens vous ramener à la maison, où vous serez mieux soigné. J. Intervint immédiatement. Monsieur Fernando. Vos parents sont très bien ici et n'iront nulle part à moins qu'ils ne le décident. Il me regarda avec mépris. Et vous? Qui êtes-vous pour vous mêler des affaires de famille? Une docteure qui sait reconnaître la maltraitance quand elle la voit, lui répondis-je, sans baisser le regard. Il partit en claquant la porte. Mais avant de partir, il laissa échapper une menace à peine voilée. Ça ne va pas s'arrêter là. Je reviendrai avec mes frères et nous verrons qui a raison. Quand il fut parti, Béatrice s'effondra en larmes. Ernest tremblait de rage. Contenu et je sus que la bataille ne faisait que commencer. Cette nuit-là, pendant que nous dînions tous les trois en silence, Ernest parla enfin. Docteur Carmela, le moment est venu que vous sachiez la vérité. Il sortit l'enveloppe jaunie et la posa sur la table. Béatrice acquiesça avec des larmes dans les yeux. Ouvrez-la, dit-il. Avec solennité. Avec des mains tremblantes. Je dépliai le vieux papier et ce que je lus me coupa le souffle. C'était un acte notarié, le document légal de propriété d'une ferme de 30 hectares située à la périphérie du village, des terres fertiles avec leur propre source d'eau et une grande maison en pisé. Mais ce qui m'a frappé, ce n'était ni elle étendue ni la valeur que cela aurait sûrement, mais le nom qui apparaissait comme seul propriétaire. Lucia Hernandez. Morale, la fille cadette qui vivait à elle. Étranger. Béatrice parla d'une voix entrecoupée. Il y a 5 ans, lorsque la santé d'Ernest a empiré et que les frais médicaux nous ont ruinés. Nous étions sur le point de perdre la ferme que nous avions achetée avec le travail de toute une vie. Lucia, qui travaillait comme infirmière aux États-Unis, a envoyé toutes ses économies, a payé les dettes et a sauvé la propriété, mais nous avons vu elle ambition dans les yeux de nos autres enfants. Nous savions qu'à peine mort, il se disputerait ses terres sans se soucier de rien d'autre. Alors, avec elle, aide d'un notaire ami, nous avons tout mis au nom de Lucia. Elle ne le sait même pas, car nous voulions que ce soit une surprise lorsqu'elle reviendrait. Les autres enfants croient que la ferme est toujours à notre nom et c'est pourquoi ils nous ont traités avec un minimum de considération pendant des années. Mais maintenant qu'ils nous ont abandonnés en pensant que nous mourrions seuls sur la route, ils sont sûrement déjà en train de planifier comment se partager l'héritage. Ernest continua, d'une voix ferme malgré les larmes. C'est pourquoi je gardais ce document. Docteur. C'est la preuve que la justice existe et que l'amour véritable trouve toujours sa récompense. Lucia mérite ses terres car elle est la seule qui ne nous a jamais abandonnés, la seule qui nous appelait même si elle était à des milliers de kilomètres, la seule qui envoyait de l'argent, même quand elle-même traversait des difficultés. Elle est notre vraie fille. Je suis restée sans voix pendant de longues minutes à assimiler cette révélation. Finalement, j'ai demandé, Lucia sait-elle ce qui s'est passé? Sait-elle que ses frères elle ont abandonné? Béatrice a secoué la tête. Nous ne voulions pas l'inquiéter. Elle a sa vie là-bas, son travail, ses responsabilités. Mais je crois que le moment est venu de lui dire la vérité. J'y ai acquiescé et pris une décision. Demain matin, même, nous l'appellerons et lui raconterons tout. Elle a le droit de savoir et vous avez besoin de l'avoir près de vous. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi en pensant à tout ce que j'avais découvert, la méchanceté d'eux, fils ingrats, la bonté infinie d'eux, parents qui continuaient de protéger
même ceux qui les avaient trahis, et l'amour inconditionnel une fille qui, à distance, avait été le véritable soutien de cette famille. Le lendemain matin, nous avons passé l'appel. Il était 6 heures de l'après-midi en Californie lorsque Lucia répondit avec sa voix douce et chaleureuse. Maman, papa, vous allez bien? Béatrice essaya de parler, mais s'effondra. Ce fut Ernest qui, d'une voix ferme, lui raconta tout. Abandon, la route, mon apparition, la trahison de ses frères. Le silence à autre bout de la ligne était déchirant. Quand finalement Lucia parla, sa voix était chargée de larmes et de fureur. Contenu. J'arrive. Je prendrai le premier vol disponible. Ne bougez pas où vous êtes. Dites à cette docteure que je lui serai éternellement reconnaissante. J'arriverai après-demain. Lorsque nous avons raccroché, Béatrice et Ernest se sont étreints en pleurant. De soulagement. Et j'ai ressenti une chaleur dans ma poitrine. Cette famille brisée commençait à guérir. 2 jours après, je suis allée à aéroport chercher Lucia. Je ai reconnu. Parce qu'elle avait les mêmes yeux bienveillants que sa mère et le même front large que son père. C'était une femme d'environ 40 ans. Simple, avec les cheveux attachés en queue de cheval et des vêtements de voyage confortables. Quand nous sommes vus, elle s'est approchée et m'a étreinte comme si nous connaissions depuis toujours. Merci. Docteur Carmela, me murmura-t-elle à l'oreille. Vous avez sauvé mes parents et je ne pourrai jamais vous payer ce que vous avez fait. Il n'y a rien à remercier, lui répondis-je. Ils m'ont sauvé moi aussi, même s'ils ne le savent pas. Pendant le trajet vers la maison, elle me raconta sa vie aux États-Unis. Elle travaillait en doubles équipes dans un hôpital. Elle vivait dans un petit appartement, partagé avec 2 autres infirmières. Elle économisait chaque centime pour l'envoyer à ses parents. Elle ne s'est jamais mariée parce que sa priorité a toujours été eux. Elle avait sacrifié son propre bonheur pour prendre soin de ceux qui lui avaient donné la vie. Et maintenant, elle découvrait que ses frères avaient essayé de détruire le peu qui restait de cette famille. Quand nous sommes arrivés à ma maison, les retrouvailles furent de celles qui vous marquent pour toujours. Béatrice courut comme elle put avec ses jambes douloureuses et se fonda dans une étreinte avec sa fille. Ernest pleurait sans retenue, s'accrochant aux deux. Tous 3 formaient un cercle fermé amour pur et je me suis tenue à l'écart, observant avec des larmes dans les yeux. À ce moment, j'ai su que tout en avait valu la peine. Ce même jour, dans l'après-midi, le reste de la famille est apparu. Fernando est arrivé le premier avec son épouse. Puis Carlos avec la sienne et finalement Patricia seule, parce qu'elle était divorcée. Ils venaient avec des cadeaux chers et des sourires faux. Quand ils ont vu Lucia, ils se sont figés. Ils ne s'attendaient pas à la trouver là. Elle les regarda avec une froideur qui contrastait avec son caractère habituellement doux. Alors, vous êtes les courageux qui ont abandonné nos parents sur la route. Fernando essaya de se justifier. Lucia, ce est pas ce que tu penses. C'était un malentendu. Elle l'interrompit d'une voix coupante. Un malentendu, c'est oublier d'acheter du lait. Abandonner tes parents âgés sous le soleil brûlant, sachant qu'ils peuvent mourir. C'est de la pure cruauté. Carlos intervint avec un ton condescendant. Tu as toujours été là. Préféré. Tu ne sais pas ce que c'est que de porter leur fardeau jour après jour. Patricia ajouta. Avec venin, bien sûr, tu vis ta vie. Tranquille là-bas au loin, pendant que nous sacrifions. Lucia les regarda un par un et dit d'une voix ferme, se sacrifier,
c'est appeler chaque semaine même quand on est fatigué. C'est envoyer de l'argent même si on a à peine de quoi manger. C'est renoncer à ses rêves pour qu'ils soient bien. Vous ne vous êtes pas sacrifié, vous les avez utilisés tant que cela vous arrangeait et quand ils ont cessé de vous servir, vous les avez jetés comme des ordures. Le silence qui s'ensuivit fut dense et lourd. Finalement, Fernando changea de tactique. Bon, oublions le passé. Important, c'est que papa et maman aillent bien. Maintenant, il faut penser à l'avenir. À comment les maintenir, à l'héritage. Voilà la vraie raison de leur visite. Ernest, qui était resté silencieux, se leva et parla avec une autorité que je ne lui avais pas entendue auparavant. L'héritage? De quel héritage parlez-vous? Vous n'hériterez de rien de ma part, Ferna. Il répliqua, papa, ne dis pas ça. Nous sommes tes enfants, nous avons le droit. Ernest sortit enveloppe jaunie de sa poche et la posa sur la table. La ferme que vous étiez déjà en train de vous partager dans votre esprit a déjà une propriétaire. Il y a 5 ans, je l'ai mise au nom de Lucia. Elle est la seule qui mérite ces terres car elle est la seule qui ne nous a jamais abandonnés. L'effet de ces paroles fut dévastateur. Fernando devint rouge de colère. Ce N est pas légal. Tu étais malade, on a manipulé. Carlos criait, réclamant sa part. Patricia pleurait de rage. Mais Lucia resta sereine et demanda. Quelle ferme? De quoi parlez-vous? Béatrice lui expliqua avec douceur toute histoire, les terres, la dette, argent qu'elle avait envoyé, la décision de protéger leur héritage. Lucia resta muette de stupéfaction. Je ne savais rien de cela, dit-elle finalement. Je voulais juste les aider. Je ne cherchais aucune récompense. C'est pourquoi c'est toi qui le mérites, dit Ernest avec fierté. Parce que tu donnes sans attendre de recevoir, c'est ça la vraie richesse, ma fille. Les autres 3 frères continuèrent de crier, menaçant de poursuites et de procès légaux jusqu'à ce que je les chasse de ma maison. Ne remettez plus les pieds ici, leur dis-je, et s'il vous prend l'idée de déranger vos parents, je m'assurerai personnellement que tout le village sache quel genre de personne vous êtes. Ils sont partis en proférant des injures, mais je savais qu'ils reviendraient. La cupidité n'abandonne jamais facilement. Les jours suivants furent un mélange étrange de paix et de tension. Lucia resta chez moi, m'aidant à prendre soin de ses parents. Entre elle et moi, une amitié profonde et sincère est née. C'était comme si nous nous connaissions depuis toujours. Nous partagions les tâches, les conversations, les rires et aussi les peurs. Une nuit, pendant que nous prenions le thé dans la cuisine, après que Béatrice et Ernest se soient endormis, Lucia me confessa. Docteur Carmela, parfois je me sens coupable d'être partie si loin. Si j'avais été ici, peut-être que rien de tout cela ne serait arrivé. Je lui pris les mains et lui dis, Lucia, tu as fait ce que tu devais faire pour t'en sortir et tu n'as jamais abandonné tes parents. Tu les appelais, tu leur envoyais de l'argent, tu pensais à eux constamment. Tes frères vivaient près et pourtant ils les ont traités plus mal que des étrangers. La distance physique ne détermine pas l'amour. Elle sourit avec des larmes dans les yeux et m'embrassa. Merci pour tout ce que vous avez fait pour ma famille. Vous êtes un ange. Je ne suis pas un ange, lui répondis-je. Je suis juste quelqu'un qui reconnaît la valeur quand elle la voit. Cette nuit-là, nous avons scellé une amitié qui durerait pour toujours, mais la tranquillité ne dura pas longtemps, car la semaine suivante,
Fernando apparut avec un avocat. Il apportait des papiers et des arguments, préparés pour contester la donation de la ferme. Ils alléguaient qu'Ernest n'était pas dans son bon sens lorsqu'il avait signé, qu'il avait été manipulé, que l'acte n'était pas valide. L'avocat était un homme âge mûr, en costume gris et mallette en cuir, qui parlait avec ce ton prétentieux de celui qui croit que la loi est toujours de son côté. Monsieur Ernest, commença-t-il, nous devons examiner les documents de propriété. Il y a des incohérences qui doivent être clarifiées. Ernest le regarda fixement et répondit avec calme. Les seules incohérences ici sont les enfants que j'ai élevés. L'avocat continua de manière impertinente. Je comprends votre mécontentement, mais la loi est claire. Si vous n'étiez pas en état mental adéquat, j'intervins immédiatement. Je suis docteur et je peux certifier que Ernest est parfaitement lucide. De plus, le notaire qui a rédigé l'acte a également laissé une preuve de cela. Où allez-vous remettre en question un professionnel avec 40 ans d'expérience? L'avocat hésita. Fernando interrompit. C'est un vol. Ces terres appartiennent à toute la famille. Lucia, qui était restée silencieuse, parla finalement. Fernando, si la famille t'importait tant, tu n'aurais pas abandonné papa et maman sur la route. Ce qui s'est passé ici est une justice. Papa a protégé ce qui était sien et l'a mis entre les mains de celle qui approuvait le mériter. Carlos, qui était venu, cria également. Tu as toujours été là. Préférée, la fille parfaite qui ne faisait jamais rien de mal. Lucia se leva et lui fit face. Préférée, non. Responsable, oui. Pendant que vous vous préoccupiez des hérités, moi, je me préoccupais de les maintenir en vie. La discussion a monté d'un ton jusqu'à ce que Béatrice frappe la table. Avec force, une force inattendue pour sa fragilité. Ça suffit, cria-t-elle avec des larmes coulant sur ses joues. Ça suffit. Pendant des années, j'ai supporté leur mépris, leur humiliation, leur manque de respect. Parce que c'étaient mes enfants et une mère. Pardonne toujours, mais c'est trop. Ils nous ont laissés mourir sur la route. Vous comprenez ce que ça signifie? Ils nous ont condamnés à mort par cupidité et maintenant, ils viennent réclamer des droits. Vous n'avez pas honte? Patricia essaya de s'approcher de sa mère. Maman, pardonne-nous. Nous avons fait une erreur. Béatrice l'arrêta de la main. Une erreur, c'est d'oublier une date. Ce que vous avez fait, c'est tenter de nous assassiner. Et ne venez pas avec des larmes fausses parce que je ne vous crois plus. Ces mots tombèrent comme un verdict final. L'avocat essaya de dire quelque chose de plus, mais Ernest se leva et d'une voix ferme leur ordonna, dehors d'ici, hors de notre vue et de nos vies. Si vous osez encore déranger Lucia ou tenter de lui prendre ce qui est à elle, j'irai personnellement à la police et je raconterai au monde entier ce que vous avez fait. Fernando, Carlos et Patricia sortiront. Silence, vaincu. L'avocat les suivit en marmonnant quelque chose sur des poursuites futures, mais nous savions tous que c'était une menace vide. Quand ils furent partis, l'atmosphère dans la maison changea complètement. C'était comme si un nuage sombre s'était éloigné et que la lumière entrait enfin. Ce soir-là, nous avons dîné tous les 5. Ensemble. Béatrice, Ernest, Lucia, son fils de 6 ans qui était arrivé là. Veille de Californie, et moi. Ce fut un dîner simple de soupe, de riz et de poulet. Braisé, mais il était plein d'amour et
de gratitude. L'enfant, qui s'appelait Matteo, demanda innocemment, « Grand-mère, pourquoi pleures-tu si nous sommes tous ensemble et heureux ?» Béatrice l'embrassa et lui dit, « Je pleure de bonheur, mon amour. Je pleure. Parce que parfois, quand tout semble perdu, Dieu envoie des anges pour nous sauver. » Elle me regarda en disant cela et je secouai la tête. L'ange, c'est ta fille, Béatrice. Moi, j'ai juste fait ce que n'importe quelle personne avec un cœur aurait fait. Ce soir-là, après avoir couché, Matteo, Lucia et moi, nous sommes sortis dans le jardin. Le ciel était étoilé et l'air frais apportait une odeur de jasmin. Elle me confia que elle avait pris une décision. Je vais revenir au Mexique pour toujours. Mes parents ont besoin de moi et j'ai besoin d'eux. De plus, je suis fatiguée de vivre loin de ma terre. Je lui ai dit que cela me semblait une décision courageuse et juste. Et ton travail? Demandai-je. Tu vas trouver quelque chose ici? Elle répondit, je suis une bonne infirmière et il y a toujours des hôpitaux qui ont besoin de personnel. De plus, j'ai la ferme que je ne savais même pas qu'elle existait. Peut-être que je pourrais faire quelque chose avec ces terres, semer, cultiver, donner un meilleur avenir à mon fils. Je lui ai proposé de l'aider avec les démarches et les contacts dont elle pourrait avoir besoin, et elle accepta avec gratitude. Nous avons scellé notre engagement par une étreinte. Et j'ai su à ce moment que cette famille avait retrouvé son chemin vers le bonheur. Les semaines passèrent et la vie trouva un rythme paisible. Lucia trouva du travail à elle. Hôpital où je travaillais. Nous avons commencé à collaborer dans la même équipe et nous avons découvert que nous formions une équipe excellente. Pendant ce temps, Béatrice et Ernest retrouvaient des forces jour après jour. L'amour de leur fille et la paix qu'il avait trouvée dans ma maison ont fait des miracles sur leur santé. Ernest se remit à marcher. Sans canne et Béatrice retrouva l'éclat dans ses yeux. Nous avons décidé de faire une visite à la fameuse ferme qui avait causé tant d'agitation. Un samedi matin, nous sommes partis tous ensemble dans mon pick-up, par le chemin de terre qui menait jusque-là. Le voyage dura presque 1 heure, mais chaque minute en valait la peine. Quand nous sommes arrivés, j'ai été émerveillée. La propriété était magnifique. 30 hectares de terre fertile avec un ruisseau qui les traversait, des arbres fruitiers partout, un terrain plat parfait pour cultiver. Et au centre, une grande maison en pisé, avec un toit de tuiles rouges. Elle avait besoin de réparation, mais la structure était solide. Lucia descendit du pick-up et se tint debout regardant tout cela avec des larmes dans les yeux. « C'est à moi ?» demanda-t-elle incrédule. Ernest posa sa main sur l'épaule de sa fille et dit avec fierté, « C'est à toi, ma petite. Nous avons acheté il y a 25 ans avec le salaire que je gagnais dans la construction. Nous rêvions de prendre notre retraite ici, ta mère et moi. Cultiver des légumes, élever des poules, vivre en paix nos dernières années, mais la vie nous a menés sur d'autres chemins. Maintenant, cet endroit est à toi pour que tu réalises tes propres rêves. » Béatrice ajouta, « Et quand nous ne serons plus là, ce sera le foyer de ton fils, un héritage des amours, pas de cupidité. » Lucia serra ses parents dans ses bras et tous trois pleurèrent ensemble. Je m'éloignai un peu pour leur laisser de l'intimité et en profiter pour explorer la propriété avec le petit Matteo. L'enfant courait parmi les arbres, excité. « Regarde, docteur Carmela, il y a des mangues, des goyaves et ça, ce sont des oranges. Ici, je pourrais avoir un chien et jouer toute la journée. »
Sa joie était contagieuse et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que la vie avait un sens, que toute la douleur et l'injustice que nous avions affrontée avaient valu la peine pour arriver à ce moment de parfait bonheur. Nous sommes revenus vers les autres et avons trouvé Ernest ouvrant la porte de la maison avec une vieille clé rouillée. Nous sommes tous entrés avec prudence, car nous ne savions pas dans quel état se trouverait l'intérieur après tant d'abandon. Mais à notre surprise, la maison était en meilleure condition que prévu. Les meubles étaient recouverts de draps blancs, que Béatrice commença à enlever avec l'aide de Lucia. Apparurent un canapé en bois noble, une grande table à manger, des chaises anciennes mais solides, un buffet avec des plats en céramique peint à la main. Tout avait ce charme des choses faites pour durer, pour être héritées, pour raconter des histoires. Nous avons parcouru les chambres. Il y avait 4 grandes chambres avec de grandes fenêtres qui laissaient entrer la lumière du soleil. La cuisine avait un poêle à bois, ancien, mais fonctionnel. Le sol était en carreaux rouges faits à la main, chacun légèrement différent de l'autre. Cet endroit respirait l'histoire et l'amour. Il était évident qu'il avait été construit avec dévouement et soin. Lucia resta debout, au milieu du salon principal, tournant lentement pour absorber chaque détail. Je vais restaurer cette maison, dit-elle avec détermination. Je vais ramener mes parents ici pour qu'ils vivent leurs dernières années dans l'endroit dont ils ont toujours rêvé. Et Matteo grandira en courant dans ses champs, apprenant à aimer la terre, sachant d'où il vient. Ernest et Béatrice se regardèrent avec des yeux brillants. Ma fille, tu n'as pas à faire ça, dit Béatrice. Nous sommes bien où nous sommes. Lucia secoua la tête. Si, je dois le faire, maman, vous méritez de vivre en paix, entourée de beauté et de tranquillité après tout ce que vous avez souffert. De plus, ça a toujours été votre rêve et je vais le réaliser. En ce moment, j'ai senti une vague d'émotion qui me traversa la poitrine. Cette femme, qui avait tant sacrifié, était maintenant prête à sacrifier encore plus pour le bonheur de ses parents. Je me suis approché d'elle et lui ai dit, Lucia, je vais t'aider. Je connais des maçons honnêtes, des menuisiers habiles, des électriciens de confiance. Ensemble, nous restaurerons cette maison et la transformerons en le foyer que tes parents méritent. Elle me serra fort dans ses bras et murmura, merci, ma sœur, parce que c'est ce que tu es pour moi maintenant, une sœur. Ces mots scellèrent un lien que le temps ne briserait jamais. Les mois suivants furent de travail intense, mais gratifiant. Chaque week-end, nous allions à la ferme et travaillions sur les réparations. J'ai engagé les meilleurs ouvriers que je connaissais et j'ai supervisé personnellement chaque détail. Lucia a utilisé une partie de ses économies. Et j'ai aussi contribué sans qu'elle le sache, en disant aux ouvriers de facturer moins que ce qui était convenu et en payant moi-même la différence. La maison a pris vie petit à petit. Nous avons peint les murs de couleur chaude. Nous avons réparé le toit. Nous avons installé un système d'eau potable. Nous avons réparé l'installation électrique. Nous avons restauré les sols en carreaux. Nous avons poncé et verni les meubles anciens. Nous avons planté des fleurs dans le jardin. Et de nouveaux arbres qui donneraient de l'ombre et des fruits. Béatrice et Ernest venaient avec nous et bien qu'ils ne puissent pas faire de travaux lourds, ils s'occupaient des tâches les plus délicates. Elle cousait de nouveaux rideaux avec des tissus colorés. Lui réparait les clôtures en bois avec elle. Habileté que conservaient encore ses mains. Matteo aidait aussi à sa manière.
ramassant des pierres, nettoyant. Des outils, apportant de l'eau fraîche aux travailleurs. Ces samedis sont devenus les jours les plus heureux de nos vies. Nous travaillions sous le soleil, nous rions, nous partagions des repas. Simples assis dans l'herbe et à la fin de la journée, nous contemplions le coucher de soleil depuis le porche pendant que nous planifions ce que nous ferions la semaine suivante. Je ne m'étais jamais senti faire partie d'une vraie famille jusqu'à ce moment. Mes propres parents étaient morts quand j'étais jeune et je n'avais pas de frères et sœurs. J'avais construit ma vie autour de ma carrière, mais il y avait toujours un vide que rien ne remplissait. Maintenant, ce vide s'était transformé en plénitude. J'avais Béatrice comme la mère que j'avais perdue, Ernest comme le père sage qui me guidait, Lucia comme la sœur que je n'ai jamais eue et Matteo comme le neveu qui remplissait toute joie. Nous étions une famille choisie non par le sang, mais par l'amour, et cela la rendait encore plus forte. Mais tout n'était pas bonheur. Car Fernando, Carlos et Patricia ne étaient pas rendus. Ils ont engagé un autre avocat et ont intenté une action en justice formelle, alléguant que la donation de la ferme avait été frauduleuse. Le procès a été programmé pour 3 mois plus tard et nous savions tous que ce serait une bataille difficile. Cependant, nous avions quelque chose qu'ils n'avaient pas. Nous avions la vérité de notre côté. Un après-midi, pendant que nous étions à la ferme en train de travailler, une lettre recommandée arriva. C'était la convocation officielle pour le procès. Lucia la lut le front plissé et la laissa ensuite sur la table. Que ils viennent, dit-elle calmement, qu'ils amènent tous les avocats qu'ils veulent. La vérité finit toujours par éclater et ils savent ce qu'ils ont fait. Ernest ajouta. J'ai tous les documents en ordre. Le notaire est prêt à témoigner. Mon médecin certifiera que j'étais en pleine possession de mes facultés mentales. Et si c'est nécessaire, je raconterai moi-même au juge comment ils nous ont abandonnés sur la route. Béatrice, qui était généralement la plus douce de tous, montra une force inattendue. Si je dois me tenir devant un juge et lui dire que mes propres enfants ont tenté de nous tuer, je le ferai sans hésiter. L'amour maternel a des limites. Et ils ont franchi ces limites il y a longtemps. Cette détermination m'a rempli de fierté. C'étaient des personnes qui avaient été piétinées, humiliées, trahies, mais elles n'étaient pas brisées. Elles étaient relevées plus fortes que jamais et étaient prêtes à se battre pour ce qui était juste. Le jour du procès arriva. Était un lundi gris, de ceux où le ciel semble sur le point de pleurer. Lucia lisait un livre et moi, j'observais simplement cette scène parfaite. Soudain, Ernest parla, rompant le silence. Vous savez quoi? J'ai beaucoup réfléchi dernièrement à tout ce qui s'est passé. Béatrice s'arrêta de broder et le regarda avec curiosité. À quoi as-tu pensé, mon vieux? Il sourit. J'ai pensé que peut-être que nous devions passer par toute cette souffrance pour arriver à ce moment de bonheur. Si nos enfants ne nous avaient pas abandonnés, nous n'aurions jamais connu Carmela. Lucia ne serait pas revenue. Nous ne vivrions pas dans cette belle ferme, entourée de paix. Parfois, Dieu permet que nous soyons brisés pour pouvoir nous reconstruire plus forts. Béatrice acquiesça avec des larmes dans les yeux. Tu as raison, mon amour. La douleur nous a menés à la bénédiction. Lucia ajouta, Papa, maman, je vous remercie de m'avoir donné opportunité de vous prouver mon amour, avoir eu confiance en moi, de m'avoir enseigné que la vraie famille se
construit avec des actes, pas avec des paroles. J'intervins d'une voix émue, et moi, je vous remercie de m'avoir adopté comme faisant partie de votre famille, de m'avoir enseigné qu'il n'est jamais trop tard pour trouver un foyer. Cette nuit-là, nous avons scellé un pacte silencieux. Nous serions une famille pour toujours, quoi qu'il arrive. Nous prendrions soin les uns des autres dans la santé, dans la maladie, dans la joie et dans la tristesse, jusqu'à la fin de nos jours. Les années passèrent et la vie continua son cours naturel. Béatrice et Ernest vieillirent avec dignité, entourés de elle. Amour de leur fille, de leur petit-fils et de moi. Ils n'ont jamais revu Fernando, Carlos ou Patricia, qui ont continué leur vie dans la ville, honteux du passé. Fois, je me demandais s'ils ressentaient du remords pour ce qu'ils avaient fait, mais après, j'ai cessé de m'en soucier. Leur punition était de vivre avec la culpabilité et avec la certitude d'avoir perdu quelque chose d'inestimable. Par cupidité, Lucia a transformé la ferment. Une entreprise prospère. Elle vendait des légumes biologiques sur le marché du village. Ses confitures maison étaient célèbres dans toute la région. Elle a même commencé à donner des ateliers d'agriculture durable pour les jeunes du village. Matteo a grandi en bonne santé et fort. Il a étudié l'agronomie à l'université, mais il revenait toujours à la maison chaque week-end. J'ai pris ma retraite de l'hôpital à elle. Âge de 65 ans et j'ai consacré tout mon temps à prendre soin de Béatrice et d'Ernest, dont la santé commençait à décliner. Ce furent des années douces, remplies de petits moments précieux, de petits déjeuners sur le porche regardant elle. Aube, d'après-midi de conversation sous le manguier, de soirées d'histoire pour Matteo, de dîners tranquilles où le simple fait d'être ensemble suffisait. Ernest est décédé le premier à l'âge de 89 ans. Ce fut une matinée de printemps. Le soleil entrait par la fenêtre de sa chambre et les oiseaux chantaient dehors. Nous étions tous avec lui. Béatrice lui tenait une main, Lucia elle. Autre. J'étais au pied du lit. Matteo à côté de sa grand-mère. Ernest nous regarda un par un avec ses yeux sages. Qui avait tant vu? Merci, dit-il, d'une voix faible mais claire. Merci d'avoir fait de mes dernières années les plus heureuses. Béatrice lui caressa le front, pleurant en silence. À bientôt, mon amour, lui murmura-t-elle. Ernest sourit, ferma les yeux et s'en alla en paix. Ses funérailles furent simples mais émouvantes. La moitié du village y assista car au fil des années, il avait gagné le respect et l'affection de tous. Nous l'avons enterré dans le petit cimetière près de l'église sous un arbre qu'il avait lui-même planté des années auparavant. Béatrice a résisté 6 mois de plus. La tristesse de perdre son compagnon de vie l'a consumée lentement malgré nos efforts pour la maintenir animée. Une nuit d'automne, pendant que elle dormait, elle cessa simplement de respirer. Ce fut comme si elle avait décidé qu'il était temps de rejoindre son bien-aimé. Ses funérailles furent tout aussi émouvantes. Nous avons enterré à côté d'Ernest, car dans la vie, ils avaient été inséparables et dans la mort, ils devaient l'être aussi. Après les avoir perdus tous les deux, la maison se sentit vide pendant un certain temps, mais petit à petit, la vie a continué comme elle doit l'être. Lucia et moi nous sommes soutenus mutuellement dans le deuil. Nous avons pleuré ensemble, nous nous sommes souvenus ensemble, nous avons guéri ensemble. Matteo, qui était déjà un jeune homme de 25 ans, nous a donné des forces. Avec son énergie et son optimisme, nous avons décidé de continuer le legs de Béatrice et d'Ernest.
Nous avons maintenu la ferme productive. Nous avons préservé la maison telle qu'il avait rêvé. Nous avons planté un jardin mémorial avec les fleurs préférées des deux. Chaque anniversaire de leur mort, nous faisions une petite cérémonie familiale où nous partagions des histoires et remercions pour tout ce qu'ils nous avaient enseigné. J'étais déjà une femme de 70 ans. Mes cheveux étaient complètement blancs et mon corps n'avait plus la même énergie qu'avant, mais mon cœur était rempli. J'avais vécu une vie pleine et significative. J'avais trouvé l'amour, la famille et le but que j'avais tant cherché. Lucia était toujours ma sœur d'âme. Matteo était comme mon petit-fils et cette ferme était ma véritable maison. Parfois, quand je m'asseyais seule sur le porche au coucher du soleil regardant les montagnes au loin, je pensais à ce jour sur la route où j'ai vu deux personnes âgées abandonnées et j'ai décidé de m'arrêter. Cette décision si simple avait changé le cours de ma vie. Complètement. Elle m'avait donné une famille, elle m'avait donné un but, elle m'avait enseigné que le véritable amour existe et que la bonté trouve toujours sa récompense. Je pensais à Fernando, Carlos et Patricia et je ressentais de la compassion. Ils avaient tant perdu par cupidité. Ils s'étaient retrouvés sans parents, sans héritage, sans respect, sans paix intérieure, alors que moi, qui ne partageais pas de sang avec cette famille, j'avais gagné tous ceux qu'ils avaient perdus. La vie a une drôle de façon de rendre justice. Hélène est pas toujours rapide ni évidente, mais finalement, chacun reçoit ce qu'il mérite. Ceux qui aiment sont aimés, ceux qui donnent reçoivent, ceux qui sèment la bonté récoltent le bonheur. Un jour d'été, quand j'avais 75 ans et que ma santé commençait à faiblir, Lucia organisa une réunion de famille. Elle invita tous ceux qui avaient fait partie de notre histoire. De vieux voisins, des collègues de l'hôpital, les travailleurs qui avaient aidé à restaurer la maison, dont Esteban, le notaire, déjà très âgé, le docteur Ramirez, à la retraite comme moi, des amis du village. C'était une célébration de la vie, de tout ce que nous avions construit ensemble. Matteo avait amené sa petite amie, une fille douce appelée Adriana, qui me rappelait Béatrice. Au milieu de la fête, Lucia demanda le silence et prit la parole. Je veux profiter de ce moment, dit-elle d'une voix émue, pour remercier la personne qui a rendu tout cela possible. La docteure Carmela n'a pas seulement sauvé mes parents. Cet après-midi-là sur la route, elle nous a sauvés. Tous. Elle m'a donné une famille, elle a donné à mon fils une grand-mère, à mes parents, elle a rendu la dignité. Elle m'a enseigné ce que signifie l'amour inconditionnel. Tout le monde applaudit et je ne pus retenir mes larmes. Je me levai avec difficulté, m'appuyant sur ma canne, et je répondis, je n'ai sauvé personne. Vous m'avez sauvé. Moi. Vous m'avez donné ce dont j'avais le plus besoin. Elle. Amour, l'appartenance, le but. Cette famille m'a enseigné qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, que le véritable amour ne dépend pas du sang, mais du cœur, que la justice, même tardive, arrive toujours et que la bonté a toujours sa récompense. Matteo S. approcha et me serra dans ses bras. Tante Carmela, dit-il, tu es la preuve qu'il y a encore des anges sur terre. Je secouai la tête en souriant. Je ne suis pas un ange. Matteo, je suis juste une femme qui a décidé de faire ce qui était juste et cette décision m'a donné la vie la plus belle que j'aurais pu imaginer. La fête continua jusqu'à la nuit. Il y eut de la musique, de la nourriture, de la danse et beaucoup d'histoires partagées. Quand tout le monde fut parti et qu'il ne resta que
Lucia, Matteo, Adriana et moi, assis sur le porche sous les étoiles, je sentis une paix profonde. J'avais bien vécu, j'avais bien aimé. J'avais laissé un héritage de bonté. C'était tout ce qui importait. Je suis décédée. 1 an après, également un matin de printemps, tout comme Ernest. J'étais entourée de ma famille choisie. Lucia me tenait la main gauche, Matteo la droite. Adriana était au pied du lit, pleurant doucement. Les dernières pensées qui traversèrent mon esprit furent de gratitude. J'ai remercié Dieu de m'avoir mise sur cette route ce jour de juillet. J'ai remercié d'avoir eu le courage de m'arrêter. J'ai remercié pour chaque moment partagé avec cette famille merveilleuse. Ma dernière vision avant de fermer les yeux fut l'image de Béatrice et d'Ernest, jeune à nouveau, souriant, m'attendant, et j'ai su que je rentrais à la maison. Ils m'ont enterré au cimetière à côté d'eux, car c'est ce que j'avais demandé dans mon testament. Je voulais reposer à côté des personnes qui avaient été ma vraie famille. Sur ma pierre tombale, Lucia a fait graver une phrase simple mais significative. Ici repose Carmela, la femme qui s'est arrêtée. Ces mots disaient tout. Ma vie avait eu un sens parce qu'à un moment crucial, j'avais décidé de m'arrêter au lieu de continuer tout droit. J'avais décidé d'aider au lieu d'ignorer. J'avais décidé d'aimer au lieu de fermer mon cœur. Des années après, quand Lucia était déjà une vieille dame, et Matteo avait ses propres petits-enfants, l'histoire continuait d'être racontée. Les enfants s'asseyaient autour de leur arrière-grand-mère et lui demandaient de leur raconter encore une fois l'histoire de comment la famille s'était formée. Lucia, d'une voix tremblante par l'âge mais ferme dans elle émotion, racontait tout depuis le début. Elle leur parlait de l'abandon, de la douleur de la route, de la docteur qui était apparue comme un miracle, de la lutte pour la justice, des années heureuses à la ferme. Les enfants écoutaient avec les yeux grands ouverts et à la fin, ils demandaient toujours la même chose. Arrière-grand-mère. Et qu'est-il arrivé aux oncles méchants? Lucia souriait avec tristesse. Les oncles méchants, comme vous les appelez, ont vécu le reste de leur vie avec culpabilité et regret. Ils n'ont jamais été heureux parce que l'argent qu'ils cherchaient ne leur a pas apporté la paix. Ils ont appris trop tard qu'il y a des choses plus importantes que la richesse, l'amour, la famille, la dignité. Mais à ce moment-là, il était trop tard. Ils avaient perdu tout ce qui comptait. Et la morale? Enfant? Demandait un arrière-petit-fils. Lucia respirait profondément et répondait, la morale est que vous devez toujours traiter vos parents avec amour et respect, que vous ne devez jamais laisser la cupidité détruire ce que vous avez de plus sacré, que vous devez être comme tante Carmela qui s'est arrêtée quand d'autres seraient passés tout droit, que vous devez choisir l'amour plutôt que l'argent, la bonté plutôt que la cruauté, la justice plutôt que la commodité. Ce sont les leçons que mes parents et tantes Carmela m'ont enseignées et que je vous enseigne. À mon tour. La ferme est restée le cœur de la famille pendant des générations. Matteo en a hérité et en a pris soin, avec le même amour que sa mère. Quand il a vieilli, il l'a transmise à son fils aîné, qu'il a également valorisé et protégé. Chaque génération apprenait histoire, connaissait le sacrifice, comprenait l'héritage. La maison était conservée presque comme Béatrice et Ernest l'avait rêvé, avec quelques améliorations modernes, bien sûr, mais maintenant son essence. Le jardin mémorial, où reposaient les cendres des fleurs préférées des grands-parents.
était maintenue impeccable. Chaque printemps fleurissait dans une explosion de couleurs qui semblait célébrer la vie. Le vieux porte-document en cuir qu'Ernest gardait avec tant de zèle était conservé dans une vitrine en verre dans le salon principal, avec l'enveloppe jaunie qui avait contenu l'acte de propriété de la ferme, non pour sa valeur matérielle, mais pour ce qu'il représentait. C'était le symbole de la justice, de l'amour véritable et de l'importance de protéger ce qui est juste. Les visiteurs qui arrivaient à la maison demandaient toujours à propos de ces objets. Et alors, le récit recommençait. Sur la façon dont une famille brisée s'était reconstruite plus forte que jamais. 50 ans s'étaient écoulés depuis ce jour sur la route et l'histoire était devenue une légende dans le village. Les gens parlaient de Béatrice et d'Ernest comme exemple de dignité, de Lucia comme modèle d'amour filial, de Carmela comme preuve que la bonté existe, et de Fernando, Carlos et Patricia comme avertissement de ce qui se passe lorsque la cupidité détruit l'âme. Certains disaient que de temps en temps les nuits de pleine lune, on pouvait voir 3 silhouettes assises sur le porche de la vieille maison, 2 personnes âgées se tenant la main et une femme aux cheveux blancs qui les accompagnait. Les sceptiques attribuaient cela à l'imagination ou aux ombres des arbres. Mais ceux qui croyaient en quelque chose de plus savaient que c'était Béatrice, Ernest et Carmela, qui continuaient de veiller sur la famille qu'ils avaient formée. Ils continuaient de veiller sur la ferme qui avait été témoin de tant de douleur et de tant de joie. Ils continuaient de rappeler à chaque nouvelle génération que l'amour triomphe toujours au final. Et maintenant que vous avez entendu cette histoire complète jusqu'à la fin, je veux vous demander quelque chose de très important. Avez-vous déjà pris le temps d'aider quelqu'un qui en avait besoin? Avez-vous été comme la docteur Carmela, qui a décidé de freiner sa voiture au lieu de continuer sa route? Ou peut-être avez-vous été comme Lucia, qui malgré la distance n'a jamais abandonné ses parents? Ou peut-être connaissez-vous quelqu'un qui a traversé une situation similaire d'abandon ou de trahison familiale? Racontez-le-moi dans les commentaires car j'adore lire vos histoires et vos expériences. Chaque commentaire que vous laissez est important pour moi et je le lis attentivement. De plus, si vous êtes arrivé jusqu'ici et que cette histoire a touché votre cœur d'une manière spéciale, laissez-moi le mot-clé qui est amour véritable. Écrivez simplement amour véritable dans les commentaires sans expliquer rien. De plus, c'est notre façon de savoir qui a vraiment vu l'histoire complète et qui est resté jusqu'à ce moment final. Avec vous, je vous promets que je répondrai à chaque commentaire avec un cœur, parce que vous êtes la raison pour laquelle je continue à partager ces histoires qui nous rappellent ce qui compte vraiment dans la vie. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, s'il vous plaît faites-le maintenant. Cliquez sur ce bouton d'abonnement et activez la cloche pour ne manquer aucune des prochaines histoires, car j'en ai beaucoup plus à partager avec vous. Histoires de vie, de dépassement, d'amour et de justice, comme celle-ci. Histoire qui nous enseigne qu'il n'est jamais trop tard pour faire ce qui est juste. Que la famille véritable se choisit avec le cœur, non avec le sang. Que la bonté trouve toujours sa récompense, même si elle met parfois du temps à arriver. N'oubliez pas non plus de mettre un like à cette vidéo parce que cela m'aide énormément à ce que plus de personnes puissent trouver ces histoires et peut-être que quelqu'un qui traverse une situation difficile trouve de l'espoir dans ces mots. Peut-être que quelqu'un qui se sent abandonné ou trahi lira ceci et comprendra qu'il n'est pas seul, qu'il y a de la lumière
au bout du tunnel, que la vie nous donne toujours. Des deuxièmes chances quand nous nous y attendons le moins. Avant de vous dire au revoir, je veux laisser quelques réflexions finales sur cette histoire que nous venons de partager. Premièrement, que l'âge ne doit jamais être une excuse pour traiter quelqu'un avec mépris ou comme s'il était un fardeau. Béatrice et Ernest étaient des personnes précieuses, pleines d'expérience, de sagesse et d'amour. Ils méritaient respect et soin, pas l'abandon. Deuxièmement, que la vraie richesse ne réside pas dans les propriétés ou l'argent, mais dans les relations que nous construisons. Fernando, Carlos et Patricia ont perdu ce qu'ils avaient de plus précieux en poursuivant des biens matériels. Troisièmement, que vous ne sous-estimiez jamais le pouvoir d'un acte de bonté. Lorsque Carmela a décidé de s'arrêter cet après-midi-là, elle ne savait pas qu'elle changeait non seulement la vie de deux personnes âgées, mais aussi la sienne propre. Un simple geste de compassion s'est transformé en une famille entière et en un héritage qui durerait des générations. Quatrièmement, que la justice, même si elle est parfois tardive, arrive toujours. Elle peut ne pas être immédiate, nous devons peut-être nous battre pour elle, mais au final, la vérité éclate toujours et chacun reçoit ce qu'il mérite. Cinquièmement, que le pardon est puissant, mais cela ne signifie pas permettre que on continue de vous blesser. Béatrice et Ernest ont pardonné à leurs enfants pour leur propre paix intérieure, mais ils ont aussi établi des limites et protégé ce qui était juste. Le pardon n'est pas synonyme de naïveté ou de permettre l'abus. Sixièmement, que la vraie famille se manifeste dans les moments difficiles, pas dans les bons moments. N'importe qui peut être présent quand tout va bien, mais seuls ceux qui aiment vraiment restent quand les tempêtes arrivent. Lucia a prouvé qu'elle était une vraie famille malgré la distance. Avec ses appels, son inquiétude, son soutien constant, tandis que ses frères, qui vivaient à proximité, se sont avérés être des étrangers aux mauvaises intentions. Septièmement, qu'il n'est jamais trop tard pour trouver sa place dans le monde. Carmela était une femme solitaire qui pensait que sa vie était déjà définie, mais à 55 ans, elle a trouvé la famille dont elle avait toujours eu besoin. La vie nous réserve toujours de belles surprises si nous gardons le cœur ouvert. Huitièmement, que les erreurs des parents ne justifient pas la cruauté des enfants. Peut-être que Béatrice et Ernest n'étaient pas parfaits, peut-être ont-ils commis des erreurs en élevant leurs enfants, comme tous les parents. Mais rien ne justifie l'abandon et la trahison que ils ont subis. L'imperfection humaine n'est pas une excuse pour la cruauté. Neuvièmement, que les choses matérielles vont et viennent, mais elle, amour véritable est éternel. La ferme aurait pu être perdue, la maison aurait pu tomber en ruine, mais l'amour qui a uni cette famille choisie a transcendé tout ce qui est matériel et a continué même après la mort. Et dixièmement, que chaque décision que nous prenons a des conséquences. Fernando, Carlos et Patricia ont pris la décision d'abandonner leurs parents et cette décision leur a coûté tout ce qu'ils avaient. Carmela a pris la décision de s'arrêter et d'aider et cette décision lui a donné tout ce que elle nécessitait. Nos choix définissent qui nous sommes et le type de vie que nous allons mener. Cette histoire nous enseigne également quelque chose de très important sur le vieillissement et la façon dont nous traitons nos aînés dans la société moderne. Nous vivons dans une culture qui rejette souvent les personnes âgées, qui les considèrent comme un fardeau au lieu d'un trésor de sagesse et d'expérience. Béatrice et Ernest avaient encore tant à offrir, tant d'histoires à raconter, tant de leçons à enseigner, tant d'amour à donner. Mais
3 de leurs enfants ne voyaient que des bouches à nourrir, de l'espace qu'ils occupaient, de l'argent qu'ils dépensaient. Cette mentalité est dangereuse et destructrice. Nos aînés méritent d'être honorés, respectés, soignés et valorisés. Ils nous ont donné la vie, nous ont élevés, ont sacrifié leurs rêves pour les nôtres. Le moins que nous puissions faire est de nous assurer que leurs dernières années soient dignes et pleines d'amour. De plus, pensez à l'exemple que nous donnons à nos propres enfants lorsque nous traitons mal nos parents. Nous leur enseignons que lorsque nous vieillirons, ils pourront nous traiter de la même manière. La roue tourne toujours et ce que vous semez est ce que vous récoltez. Fernando, Carlos et Patricia finiront probablement abandonnés par leurs propres enfants, car c'est l'exemple qu'ils leur ont donné, tandis que les descendants de Lucia apprendront la valeur de l'amour familial et prendront soin de leurs aînés avec respect et affection. Je veux aussi parler du sujet des héritages, car cette histoire a beaucoup à nous apprendre. À ce sujet, c'est triste, mais courant que les familles soient détruites par des disputes d'argent et de propriété. J'ai vu des cas dans ma propre vie à l'hôpital et dans ma communauté où des frères et sœurs qui s'aimaient toute leur vie deviennent ennemis lorsque leurs parents décèdent et qu'il faut partager héritage. L'argent a une façon de faire ressortir le pire des gens, de réveiller la cupidité qui dormait cachée. Mais voici la vérité que beaucoup oublient. Aucune somme d'argent n'en vaut la peine. Si vous perdez votre famille dans le processus, aucune propriété n'est plus précieuse que les relations. Vous pouvez hériter de millions. Mais si vous restez seul sans personne qui vous aime vraiment, à quoi cela sert-il? Le véritable héritage que les parents laissent n'est pas les maisons ni les comptes bancaires, c'est l'exemple que ils ont donné, les valeurs qu'ils ont inculquées, l'amour qu'ils ont partagé. C'est ce qui perdure vraiment et ce qui fait la différence dans la vie de leurs enfants. Béatrice et Ernest ont laissé le meilleur héritage possible à Lucia. Ils lui ont appris à aimer inconditionnellement, à être généreuse, à valoriser ce qui compte, à se battre pour la justice. Ces leçons valent plus que n'importe quelle ferme, aussi grande soit-elle. Maintenant, je veux que nous réfléchissions ensemble à quelque chose de plus personnel. Comment traitez-vous vos parents ou les aînés? Dans votre vie, les appelez-vous souvent? Leur rendez-vous visite? Leur montrez-vous votre amour et votre gratitude? Ou êtes-vous si occupé avec votre propre vie que vous les avez relégués au second plan? N'attendez pas qu'il soit trop tard pour valoriser ceux qui vous ont tout donné. Le temps passe plus vite que nous le pensons et un jour vous vous rendrez compte qu'ils ne sont plus là et alors viendra le regret, la douleur de tout ce que vous n'avez pas dit, de tout ce que vous n'avez pas fait. Ne laissez pas cela vous arriver. Si vos parents vivent encore et vont bien, remerciez cette bénédiction et montrez-leur votre amour chaque jour. S'ils ne sont plus avec vous, honorez leur mémoire en vivant selon les valeurs qu'ils vous ont enseignées. Et si votre relation avec eux est compliquée pour quelque raison que ce soit, cherchez un moyen de guérir ces blessures, car la rancune ne fera que vous empoisonner vous-même. Le pardon libère et l'amour guérit. Et pour celles d'entre vous qui s'identifieraient davantage à Carmela, qui sont seules, qui sentent que la vie leur a échappé, qui pensent qu'il est trop tard pour trouver l'amour, la famille ou un but, je veux vous dire ceci de tout mon cœur. Il n'est jamais trop tard. Carmela avait 55 ans lorsque sa vie a changé complètement. Elle aurait pu passer outre ce jour-là sur la route. Elle aurait pu penser qu'aider deux
Inconnu était trop de problèmes. Mais elle a décidé de s'arrêter et cette décision lui a donné la famille la plus belle que elle aurait pu imaginer. Votre moment peut arriver. Demain ou le mois prochain ou l'année prochaine. Gardez votre cœur ouvert. Gardez votre disposition à aider. Gardez votre foi que de bonnes choses peuvent encore arriver. Parce que la vie a une façon merveilleuse de nous surprendre. Quand nous nous y attendons le moins. Parfois, le destin nous place au bon endroit, au bon moment, et la seule chose que nous avons à faire est d'avoir le courage de dire oui, le courage de s'arrêter, le courage de tendre la main. Cette histoire nous rappelle également l'importance de la gratitude. Béatrice et Ernest n'ont jamais cessé de remercier ce que Carmela a fait. Pour eux, leur gratitude était sincère, constante et profonde. Dans un monde où nous tenons souvent tout pour acquis, où nous nous attendons à ce que les autres fassent des choses pour nous sans le valoriser. Leur attitude était rafraîchissante et belle. La gratitude est l'une des émotions les plus puissantes qui existent. Elle transforme les relations, guérit les blessures et multiplie la joie. Lorsque vous êtes reconnaissant, vous reconnaissez la valeur de ce que vous avez reçu et vous honorez celui qui vous l'a donné. De plus, la gratitude vous rend plus heureux parce qu'elle vous concentre sur ce que vous avez, au lieu de ce qui vous manque. Pratiquez la gratitude tous les jours. Remerciez pour les petites choses, le soleil qui se lève chaque matin, la nourriture sur votre table, le toit au-dessus de votre tête, les personnes qui vous aiment. Lorsque vous cultivez un cœur reconnaissant, vous attirez plus de bénédictions dans votre vie. Je veux également souligner le rôle si important qu'a joué l'amitié entre femmes dans cette histoire. La relation entre Carmela et Lucia a été fondamentale pour la guérison et le bonheur des deux. Elles sont devenues sœurs, non de sang, mais de cœur. Elles se sont soutenues mutuellement dans les moments difficiles. Elles ont célébré les victoires ensemble. Elles ont partagé la vie. Nous, les femmes, avons besoin de ces liens profonds avec d'autres femmes. Nous avons besoin de ces amitiés où nous pouvons être vulnérables, où nous nous comprenons sans mots, où nous nous soutenons lorsque le monde chancelle. Si vous avez des amis comme ça, prenez en soin, comme le trésor qu'elles sont. Et si vous ne les avez pas encore, gardez votre cœur ouvert, car elles arriveront au moment opportun. La sororité entre femmes est une force puissante qui peut changer des vies. Enfin, je veux parler de elle. Héritage. Nous allons tous mourir un jour. C'est une vérité inévitable. Mais ce que nous pouvons contrôler, c'est ce que nous laissons derrière nous. Que se souviendra-t-on de nous? Quel impact avons-nous eu sur la vie des autres? Fernando, Carlos et Patricia laisseront un héritage de honte, de cupidité et de trahison. Leurs descendants connaîtront l'histoire de la façon dont ils ont abandonné leurs parents et porteront cette marque. Béatrice, Ernest, Carmela et Lucia, en revanche, ont laissé un héritage d'amour, de bonté, de justice et de dignité. Leurs descendants racontent leur histoire avec fierté et s'efforcent de vivre selon ces valeurs. Quel héritage construisez-vous avec votre vie? Que dira-t-on de vous quand vous ne serez plus là? Se souviendra-t-on de vous pour combien d'argent vous aviez ou pour combien d'amour vous avez donné, pour votre succès professionnel ou pour votre bonté envers les autres? Ce sont des questions importantes que nous devrions toutes nous poser car la réponse détermine comment nous vivons chaque jour. Construisez un héritage dont vous pouvez être fiers. Vivez de telle manière que lorsque votre dernier jour arrivera, vous puissiez regarder en arrière sans regret, sachant que vous avez bien aimé, que vous avez aidé quand vous le pouviez, que
Vous avez rendu le monde un peu meilleur. Alors, ma chère amie, qui aime à accompagner jusqu'à la fin de cette longue histoire, je vous invite à réfléchir à tout ce que nous avons partagé ici. Pensez aux décisions que vous prenez dans votre vie, à la façon dont vous traitez les personnes que vous aimez, au type d'héritage que vous êtes en train de construire, et s'il y a quelque chose que vous devez changer, n'attendez pas. Faites-le maintenant. Appelez vos parents si vous les avez encore. Serrez vos enfants dans vos bras. Pardonnez à qui vous devez pardonner. Aidez qui vous pouvez aider. Aimez de tout votre cœur, sans peur, sans réserve, car la vie est trop courte pour la gaspiller dans des choses qui n'ont pas d'importance et à la fin, il ne restera que elle. Amour que nous avons donné et reçu. C'est ce qui compte vraiment. Rappelez-vous toujours que vous êtes précieuse, non pour ce que vous avez, mais pour qui vous êtes. Que vous méritez amour, respect et dignité quel que soit votre âge. Qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, que la bonté trouve toujours sa récompense, que la justice, même tardive, arrive toujours, et que l'amour véritable, l'amour qui ne demande rien en retour, l'amour qui donne sans attendre de recevoir, cet amour est la force la plus puissante de l'univers. Maintenant, je vous dis au revoir, mais avant, je veux vous remercier du fond du cœur d'avoir été ici avec moi pendant toute cette histoire. Je sais que ce fut long, mais chaque parole avait un but, chaque moment avait une leçon. J'espère que quelque chose de ce que nous avons partagé ici a touché votre cœur, a fait bouger quelque chose en vous. N'oubliez pas de laisser votre commentaire en me racontant ce que vous avez pensé de l'histoire, si vous connaissez des cas similaires, quelles leçons vous en tirez. N'oubliez pas d'écrire amour véritable. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, mettez un like aux vidéos, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, activez la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui, selon vous, a besoin de l'entendre, peut-être votre mère, votre sœur, votre ami, car ces histoires sont faites pour être partagées, pour nous rappeler ce qui compte vraiment dans la vie. Et maintenant, je vous invite à regarder la vidéo suivante qui apparaît sur votre écran, où je vous ai préparé une autre histoire tout aussi émouvante et inspirante. Je vous attends là-bas pour continuer à partager ensemble ces réflexions sur la vie, l'amour et la famille. À bientôt, ma chère amie. Que Dieu vous bénisse et vous remplisse des amours véritables toujours.